Dimanche 15 mars 2020, bonjour à tous et merci de nous choisir une nouvelle fois pour 1h30. Bienvenue au D12. Togo, 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 combien de fois ai-je prononcé ton nom? 3 fois. Comme dans plusieurs traditions africaines, il est parfois important d'appeler la terre que les ancêtres ont laissée en partage à des millions d'âmes que nous sommes aujourd'hui. Togo, que deviens-tu? Togo, que penses-tu devenir? 3 semaines après la nouvelle élection présidentielle, les Togolais, dans une certaine majorité, ont recommencé par se poser des questions. Ce sont malheureusement les mêmes questions depuis des années. Vous les connaissez toutes. Pourquoi ce pays reste-t-il si singulier après 30 ans de processus démocratique? Les années passent, les élections aussi, mais les résultats et les contestations demeurent les tendons d'Achille d'un État censé être l'ordre de l'humanité. Après la dernière élection, c'est justement une palme d'or qui a été décernée au candidat de l'UNI. Plus de 70% et derrière, le MPDD dénonce une usurpation et s'est attribué la plus haute marche du podium. L'ANC qui complète ce podium ne veut pas de cette 3e place et souhaite la reprise de la compétition. Des produits anabolisants auraient-ils été utilisés par certains candidats? Un contrôle antidopage n'a-t-il pas été réalisé? En réalité, la Cour constitutionnelle fait office de structure en charge de ce contrôle, mais son expertise est visiblement remise en cause. Pourquoi beaucoup de Togolais n'ont pas confiance en leur institution? On en était là à discuter des résultats de la présidentielle quand est arrivé un communiqué du gouvernement lié au coronavirus au Togo. Une fois encore, de nombreux Togolais ont mis en doute la parole des autorités. Et pourtant, il s'agit du pire virus du moment. Et partout au monde, quand les gouvernements annoncent, les populations s'exécutent. Doit-on s'abuser avec une question d'une si grande importance? Toute cette semaine, c'est l'autre important sujet de la femme qui a mobilisé matin, midi et soir. La Journée internationale de la femme a montré de nombreuses facettes. Tout le monde ou presque a été femme. Mais quel bilan doit-on faire de cette journée qu'on ferme et qu'on rouvre chaque 8 mars au point qu'au Togo, aussi un pagne accompagne désormais la célébration? Parlant de bilan, nous aurons ceux d'un ancien candidat à la présidentielle. Que garde-t-il de la campagne électorale? Quelles leçons tire-t-il de sa première expérience dans la peau d'un candidat? Cette semaine, des candidats et plusieurs partis politiques font parler d'eux. Le bal des partis politiques de l'opposition continue. Comment se présente l'avenir de cette opposition? Va-t-elle pouvoir se relever de ce qui s'apparente à une claque après cette élection? C'est un des responsables de l'opposition, à savoir le professeur Oulou Komi du PSR, qui est notre invité. Les numéros de l'émission sont 96 50 34 37 et 70 43 09 70. L'émission est mise en onde par Romaric Freitas. Professeur, bonjour. Bonjour et bonjour aux auditeurs et aux auditrices. Bonjour au peuple togolais. Comment vous allez? Je vais bien et j'espère que vous allez bien aussi. Moi, je vais bien. Il y a un proche d'un candidat qui me disait, il n'y a pas très longtemps, qu'il n'aimerait pas, ou bien qu'il aimerait être plutôt à notre place. C'est-à-dire qu'actuellement, après les résultats de la présidentielle, les candidats ou leurs proches sont dans un état, et je ne veux pas parler d'un état combatteux, d'un état difficile. Dans quel état vous êtes personnellement? Il faut être sincère pour dire que la situation effectivement est difficile. Mais conformément à mes principes, tant que j'aurai encore un souffle de vie en moi, je continuerai toujours la lutte de tout point de vue et continuer d'espérer. Et dans ces conditions, malgré les difficultés, et je suis toujours dans l'espérance et je crois que le travail doit se poursuivre, la lutte doit se poursuivre parce que avec certitude, nous finirons un jour, ou du moins le peuple togolais finira par aboutir. Est-ce que vous voulez dire que vous n'avez pas été entamé, que votre morale demeure relativement haut?
Vous savez, dans la vie, il y a des bas et des hauts, mais il ne faut jamais demeurer pendant longtemps dans la phase creuse. Et vous comprenez que, vu ce qui s'est passé, effectivement, le lendemain ou les jours qui ont suivi, et la situation était très difficile. Mais il faut pouvoir rapidement se saisir, se ressaisir, et pour dire que la lutte doit continuer. Et je ne vous dirai pas que le moral n'a pas été très affecté, mais disons, assez rapidement, j'ai dû me dire que nous devons nous ressaisir et penser à nous réorganiser, penser à l'avenir. Voilà. C'est justement la question que tout le monde se pose, l'avenir, est-ce qu'il va être rose et comment est-ce qu'il va être cet avenir? L'avenir sera encore difficile, c'est vrai, mais c'est à nous de toujours, de ne jamais baisser les bras et de pouvoir lutter pour pouvoir la transformer. Et vous dire que, vu ce que nous avons vécu ensemble, que l'avenir sera rose, non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit, mais simplement de dire que ensemble, nous devons encore continuer jusqu'à ce que l'avenir soit meilleur par rapport à ce que nous avons connu jusqu'à présent. Et voilà. Nous allons revenir sur l'ensemble des différentes étapes qui ont conduit à l'élection présidentielle. Il y a eu d'abord la phase des candidatures. Et cette phase a permis à 6 candidats de l'opposition de se positionner. N'est-ce pas trop avec le recul? Si vous voulez, je veux être sincère. Honnêtement, pour moi, 6, ce n'était pas trop. Et mes convictions sur cette question avant les élections n'ont pas changé après les élections. Si je dois développer encore ma théorie, je vous disais que, vu que nous ne serons pas vraiment membres des bureaux de vote, nos délégués pouvaient être nombreux dans les bureaux de vote, mutualiser leurs efforts pour rendre les élections transparentes. Et donc, 6 candidats, cela voudrait dire que nous étions en mesure d'avoir 6 délégués dans les bureaux de vote. Et si on avait réussi à le faire avec des délégués qui se connaissaient, des délégués qui se soudaient les coudes, il est évident qu'une grande partie des irrégularités constatées aurait pu être évitée. Parce que quand vous faites l'inventaire de ces irrégularités, elles sont nombreuses. Dans certaines situations, c'est qu'on demande aux délégués, tais-toi, et nos délégués se sont plaints et disent, mais quand je me plains, même les délégués de certains autres partis ne disent rien. Cela voudrait dire peut-être que ces délégués ne sont pas véritablement de l'opposition, ou peut-être il n'y a pas eu une solidarité entre eux. Et parfois on bourre les urnes, ils remarquent, ils disent ce n'est pas ça, on dit taisez-vous, vous ne ferez que des observations. Vous voyez, un délégué, 2 délégués, il est plus facile de le maîtriser dans un bureau de vote. Mais 6 délégués de l'opposition entièrement soudés auraient permis sérieusement d'éviter un certain nombre de choses. Et vous savez, ce n'est pas le nombre de candidats qui favorise le régime. C'est lorsqu'on ne participe pas assez. Je prends un exemple, je l'avais déjà démontré. Si on suppose que le candidat du régime aura 40 voix, s'il y a 80 personnes qui votent, cela voudrait dire qu'il a déjà 50%. S'il y a 100 personnes qui votent, cela voudrait dire qu'il n'a plus les 50%. Vous allez le contraindre, en principe, à un second tour, éventuellement, si ça existait. Donc, la pluralité des candidatures n'était pas le problème. Mais c'est vrai qu'on n'a pas pu mutualiser les efforts tels qu'on l'avait envisagé. On n'a pas réussi à le faire. C'est une faiblesse. Il faut regretter cette situation. Et ensuite, il y a eu d'autres irrégularités au-delà même de ce qui a pu se passer dans certains bureaux de vote. Donc, nous parlerons éventuellement d'irrégularité, mais il y a quand même cette surprenante aveu là que vous êtes en train de faire, oui, par rapport à la non-mutualisation des efforts au niveau de l'opposition, de vos délégués notamment. Et vous connaissez quand même, ça fait des années, le MCD, le MPDD, l'ANC, les 6 candidats, vous connaissiez. Oui, on se connaissait. Et la société civile a tenté effectivement de nous permettre d'aboutir donc à cette action commune. Et malheureusement, finalement, on n'a pas réussi à le faire. Et si je voulais, je vous le dis clairement, à un moment donné, la société civile m'a chargé de prendre contact avec les 6 candidats pour que nous puissions au moins signer cette déclaration commune en 10 points, je crois, sur l'éthique à tenir entre nous. J'ai essayé de prendre contact avec les autres candidats
Et au total, je dirais que 4 m'ont fait le retour. Il y a 2 qui ne m'ont jamais fait de retour. J'ai insisté, j'ai insisté. J'ai fini par dire à la société civile que je ne peux pas continuer d'insister quand les gens ne me font pas de retour. Je ne donne pas de nom, c'est vrai, mais c'est la réalité. Et quand je parle, certainement que les gens vont se reconnaître dans ce que je dis. Est-ce qu'en ce moment-là, vous vous êtes dit que quelque chose d'anormal s'est passé et que éventuellement, au sortir de cette élection, vous allez perdre? Non, nous n'avons pas dit que nous allons perdre, forcément, mais nous savions donc que la solidarité nécessaire entre nous et connaissait déjà des failles. C'était, on le savait. Mais cela ne suffisait pas pour dire que nous allons perdre. Et j'avoue que l'ampleur des irrégularités et les méthodes auxquelles il a été recouru, et je ne pensais pas qu'on en arriverait encore à ce niveau aujourd'hui. Je ne pensais pas. Vous voyez, et je ne peux pas mentir par rapport au retour que nous avons sur le terrain, et je dirais parfois en direct. Quand les délégués vous appellent, voici ce que moi je subis ici, dans ce bureau de vote, voici le problème qui se pose, voici les menaces auxquelles nous sommes confrontés, etc. On vous appelle en direct. Et je ne crois pas que toutes ces personnes soient en mesure d'inventer des histoires. Bon, malheureusement, et peut-être qu'on y reviendra, en droit, on dit que la preuve est la rançon du droit. Celui qu'on chasse dans un bureau de vote ou d'un bureau de vote en l'absence d'observateur, comment peut-il rapporter cette preuve? Vous voyez, ce sont des réalités que nous vivons. On doit en tenir compte et savoir comment envisager l'avenir. Sur la question de la candidature multiple au niveau de l'opposition, il y avait eu quand même un débat lié à l'éventualité d'un seul tour ou d'un deuxième tour, parce que le Togo a eu à faire des réformes politiques. Mais ceux qui ont tenu qu'on aurait un deuxième tour, finalement, ils se sont trompés. Non. Si les choses se passaient dans les conditions normales, on aurait pu avoir ce second tour. On dit la fraude corrompt tout. La fraude a tout corrompu. Et ce qui s'est passé, ce serait exactement passé, même si on avait eu un seul candidat. Et cela aurait été peut-être même plus facile encore. Parce que ce seul candidat aurait un délégué dans les bureaux de vote et ce seul délégué n'aurait rien pu empêcher. Il faut bien déterminer les choses. Il y a une pluralité de candidatures, c'est un fait. Et si on en avait eu un seul candidat, le même problème se serait posé. Mais la pluralité... Dans la même dimension? Dans la même dimension. Non, mais pourquoi? Pour la simple raison que si vous faites l'inventaire des fraudes, vous allez voir, 1, bourrage des urnes. Si on avait eu un seul candidat, qu'est-ce qui aurait empêché cela? 2, parfois le candidat, là on lui dit, en sa présence, quand on est en train de dire, il veut protester, on dit, taisez-vous, vous ne pourriez que faire des observations après. Il dit, je ne signe pas les procès-verbaux, on dit, tant pis, si vous ne signez pas, nous signerons les procès-verbaux. D'autres disent, on leur dit, on les tient par le bras, sortez du bureau. Et ils sortent du bureau. Dites-moi, s'ils étaient 2, 3, 4 délégués soudés, cela aurait été plus difficile. Mais si vous avez eu un candidat, c'est encore plus facile. De sorte que la pluralité des candidatures n'explique pas les difficultés que nous avons connues. Mais en fait, il y a quand même aussi cette curiosité, c'est que entre la phase de la désignation des différents candidats et l'élection même au niveau de l'opposition, vous êtes tellement entrétueux que peut-être que ça a facilité aussi ce que vous décrivez là. Cela aurait pu être évité si d'entrée, nous avions admis ce principe. Écoutez, il ne faut pas qu'il y ait d'animosité entre nous. Pluralité de candidatures, de sorte que finalement, au second tour, nous faisons tout pour nous retrouver. Si on avait dit cela, il y aurait eu moins de difficultés entre nous. Et vous voyez, j'ai dit, par exemple, les 6 candidats, nous n'avons jamais réussi à nous retrouver. Dès qu'il n'y a pas cette solidarité manifeste entre les candidats, et peut-être que la solidarité entre les délégués aussi ne sera pas visible ou ne sera pas très forte. Vous voyez. Donc, il y a eu un moment, effectivement, de déchirement entre nous dans cette phase de recherche de candidature unique. Et j'avais déjà attiré l'attention sur le risque que nous soyons divisés même avant les élections. Et si vous vous en souvenez, j'avais dit ça ici, je l'ai redit, dès lors que vous vous inscrivez dans la logique d'une candidature unique et que vous n'y parvenez pas, vous risquez de vous diviser même avant les élections. Malheureusement, dans une certaine mesure, cela n'a pas permis d'être très soudés. Peut-être cela a constitué un obstacle à la mutualisation de nos efforts. Voilà.
Oui, c'est vrai, il y a eu 6 candidats de l'opposition à cette élection et dans certains milieux, on avait dit, à tort ou à raison, que certains étaient alignés pour pouvoir bénéficier de financement public. Finalement, sur cette histoire de financement public de la campagne électorale, est-ce qu'au final, vous avez eu les sous? Les journalistes, semblerait que des journalistes m'ont même affirmé que nous avons eu ces sous. Et jusqu'à présent, je vous le dirai, tous les candidats avec qui j'ai discuté m'ont dit aucun d'entre eux ne m'a confirmé avoir reçu des sous. Et par conséquent, les démarches sont encore en cours pour que le ministère fasse, disons, exécute les engagements du gouvernement. Mais c'est quand même étonnant ce que vous rapportez. L'argent, c'était pour la campagne électorale. L'élection, elle est finie. Vous n'avez même pas encore eu les sous. Comment comprenez-vous cela? Je crois qu'il aurait été souhaitable que vous invitiez aussi le ministre de l'administration territoriale, parce que c'est notre répondant au sein du gouvernement, en principe, et qu'il puisse venir donner les explications nécessaires. Qu'est-ce qui a pu se passer? Est-ce qu'il s'agit de difficultés administratives ou bien nous n'avons pas de sous? Qu'est-ce qui explique cette situation? Parce que les fonds sont destinés en principe à la campagne. Et pourquoi est-ce que nous en sommes arrivés là? Et j'avoue que moi-même, je ne comprends pas trop. Mais sans doute que ça a eu des impacts sur la campagne électorale, parce qu'on a constaté que il y a un gouffre entre la campagne du candidat du pouvoir et les autres de l'opposition notamment. Oui, est-ce que je me trompe? Vous ne vous trompez pas, même s'ils avaient donné les sous, et je vous avoue que cette différence nette existerait. Parce que pour ce premier tour, on aurait eu sensiblement 42 millions et quelques, presque 43 millions. Mais quand vous vérifiez les affiches à faire, quand vous vérifiez les tricots que vous faites, les déplacements, le carburant, les véhicules que vous avez loués, vous vous rendez compte qu'en réalité, les 42 millions ne serviraient pas à grand-chose. Mais ça permettrait quand même de faire campagne chacun et à la hauteur de ses moyens, de peut-être ajouter ses moyens propres, d'accord. Et donc ça a eu des incidences. Mais même si on avait eu ces sous, effectivement, nous ne pourrions pas nous comparer donc, à la campagne que le régime fait. Et vous savez qu'au niveau du régime, et tous les cadres de l'administration, en réalité, se sentent obligés d'aller faire campagne, chacun dans sa zone, chacun dans sa préfecture. Et quand ils le font, bien évidemment, c'est également indirectement avec les moyens de l'État. Vous avez été sur le terrain, on vous a vu avec vos caravanes. Que gardez-vous de cette campagne? Comment ça s'est passé? Je suis heureux d'avoir fait cette campagne, d'être entré en contact avec, disons, un contact plus intime, j'allais dire, avec cette population. Mais aussi, ce qui me réjouit davantage, c'est d'avoir fait connaître mes idées sur la question. Je sais que, après les élections, et même ceux qui n'étaient pas de ma formation politique ont reconnu la pertinence de notre projet de société. Et même si je ne suis pas au pouvoir, et je crois que ce projet de société fera sa route. Et je me suis même rendu compte durant cette campagne que par moment, les idées que j'ai développées à un moment donné ont été aussi reprises par certains candidats ou plusieurs candidats. Et espérons que le régime en place même prendra en compte ces idées pour construire notre pays. Ceux et même si finalement nous ne sommes pas au pouvoir, qui prendront en compte ces idées pour transformer notre pays. Ma conviction, c'est que nous ne pouvons pas avancer au Togo. Nous ne pouvons pas changer l'avenir de notre pays en faisant abstraction de ces idées que nous avons développées. Parce que c'est que j'ai vécu des difficultés, je connais les difficultés de mon pays, et comme le ferait un chercheur, je me suis penché sur cette question en réfléchissant en tant que chercheur pour proposer des solutions. Et c'est ce que j'ai mis dans mon projet de société. Et je suis heureux d'avoir partagé ces idées avec le peuple togolais. Parmi vos idées, lesquelles sont les plus pertinentes selon vous et qui peuvent servir éventuellement au relèvement du niveau de vie du Togolais? Je vous ai dit, notre problème est un problème profond. Et c'est pour cette raison que j'ai mis comme élément fondamental la transformation des mentalités. Si on avait fait un travail très profond sur les mentalités, on n'assisterait pas aujourd'hui à ces fraudes institutionnalisées que nous avons dans notre pays. Si nous avions fait s'il y a cette transformation des mentalités de façon sérieuse, le bien commun serait respecté. S'il y avait cette transformation, les gens ne se sentiraient pas, et en tout cas ne pourraient pas violer les valeurs morales de façon aussi évidente comme s'il s'agissait de la règle. Et donc cette transformation des mentalités
est un travail qui doit se faire dans le temps. Et je me dis, c'est ma conviction, et d'ailleurs je le ferai, quand bien même j'ai perdu les élections, je dis qu'il y a des aspects de mon projet de société que je peux mettre en œuvre, même étant toujours dans l'opposition ou n'étant pas au pouvoir. Dans ces conditions, et je vais continuer ce travail de transformation des mentalités de façon, et je vais dire, systématique maintenant. Et c'est indispensable que nous le fassions pour que notre pays puisse sortir de cette situation. Vous l'avez vous-même dit, Togo, Togo, Togo 3 fois, c'est que dans une certaine mesure, c'est la marque vraiment de, je dirais que un dépassement, vous êtes dépassé, mais c'est quoi cette situation? Et nous ne pourrons pas régler ce problème s'il n'y a pas une réelle transformation des mentalités. Or, c'est la chose la plus nécessaire, mais c'est la chose qui prendra le plus de temps aussi. Il faut s'y mettre. Quand vous parlez de mentalité, on a l'impression que les mentalités n'ont pas trop changé sur le terrain. Certains candidats, durant la campagne, ont rapporté un certain nombre de comportements et que beaucoup ont condamné. Et je ne sais pas si autour de vous également, il y a eu des situations assez particulières. Par exemple, on a vu sur les images le candidat Agbo Kodio qui était bloqué quelque part et il y avait eu, par exemple, des perturbations autour des réunions de l'ANC, par exemple. Vous personnellement, qu'est-ce qui s'est passé autour de vous? Tout a été clean? De façon générale, nous n'avons pas eu de réelles perturbations. S'il y en avait eu, et je vous le dirais, la phase de la campagne ne nous a pas posé beaucoup de problèmes, en réalité. Et c'est juste la phase des élections même qui nous a posé problème. Nous avons déploré ces blocages qui ont été en quelque sorte dressés devant certains candidats. Et particulièrement, je vous dirais que je n'ai pas personnellement eu ces difficultés. Et vous voyez, j'avais salué le professionnalisme aussi des forces de sécurité durant cette phase de campagne. Et malheureusement, ce que nous avons constaté après le jour des élections, et ce n'était plus le cas. Parce que nos militants sur le terrain disent même quand ils me mettent dehors, quand il y a des irrégularités, je fais recours aux forces de sécurité qui sont là, qui ne m'écoutent même pas, qui font l'indifférent. Et vous voyez, quand ils font une chose de bien, il faut pouvoir le dire, le relever. Mais quand ils le font mal également, il faut le relever. Cela ne s'est pas passé comme ça partout, mais il y a eu des endroits où ces irrégularités ont été faites, les forces de sécurité étaient là. Et au contraire, lorsque les nôtres cherchaient à dénoncer ces faits, ce sont eux plutôt qui sont appréhendés et on les conduit parfois chez le président de la CENI où il doit répondre à un certain nombre de questions. Donc là, j'allais dire que le jour des élections, ils n'ont pas été, en tout cas pour certains d'entre eux, à la hauteur de la tâche. Nous reviendrons sur le jour des élections dans un instant, mais durant toute la campagne, vous avez répété et à qui veut vous entendre que Dieu est avec vous et finalement, je ne sais pas si je dois dire qui ne vous a pas écouté. Oh, écoutez, Dieu est avec moi. Il l'est, il le sera toujours. Et je n'ai aucun doute sur ça. Vous voyez, nous avons une certaine analyse de la situation. Devant Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Et je ne considère pas que cette participation soit une perte. Je vous ai dit, j'ai pu partager mes idées, et j'ai toujours dit que la volonté de Dieu soit faite. Et vous savez, je n'ai pas été élu, et ce n'est pas ce que je voulais. Mais je ne peux pas m'en prendre à Dieu. Il a son projet, il sait comment il fait ses choses, il a son chronogramme et à nous les hommes également de faire l'effort chacun de notre côté. Il faut peut-être que nous puissions, comme je le dis, changer nos cœurs, transformer les mentalités, que nous puissions y avancer. Et j'avoue que ce n'est pas le résultat attendu et je sais qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités. Ce n'est pas parce que Dieu n'était pas en mesure d'y mettre fin, mais à chaque jour son temps. Et moi, je continue ma lutte. Mais vous, personnellement, beaucoup pensaient que quand vous évoquiez votre position à devenir chef de l'État, beaucoup ne croyaient pas. Et je vous ai posé beaucoup de questions quand vous étiez passé la dernière fois ici, et que ça va être difficile pour vous. Parce que devant vous, par exemple, il y a d'autres candidats qui, on peut dire, qui sont, je ne veux pas dire plus sérieux, mais des candidatures de poids, comme celle de Jean-Pierre Fabre, par exemple, ou d'Agbo Kodio. Oui, lorsque vous allez à une élection, et chacun se bat, et vous avez vu, si je prends le cas de la Tunisie,
que plusieurs sites, et c'est un enseignant peut-être pratiquement inconnu. Et notre situation au Togo, malheureusement, ce ne sont pas les mêmes circonstances. Et d'abord, au Togo, on ne peut pas dire que les élections étaient régulières. Si elles avaient été régulières, est-ce que j'aurais gagné? Quand je vois les tendances, je dirais quand même non. Parce qu'il faut être franc. Je dirais tendance non. Pourquoi? D'autres éléments ont pu intervenir. Vous avez vu l'intervention, par exemple, de Monseigneur Podro. Cette dynamique a pu beaucoup jouer dans un sens également. Il ne faut pas le nier. Cette dynamique a joué, sérieusement. Bon, malheureusement, nous sommes face à des éléments que vous-même vous voyez. Mais je ne peux pas aller à une élection me disant que j'allais perdre et continuer par le faire. Non, j'y suis allé avec la conviction ferme que je le fais pour gagner. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais je n'y ai pas du tout renoncé. Je me préparerai. Je vais réétudier la situation, en commençant donc par travailler pour ce que j'ai dit, la transformation des mentalités, à mettre en œuvre ce que je peux dans le cadre de mon projet de société. Et ensuite, nous luttons pour l'avenir. Parce que nous sommes aujourd'hui dans une situation suffisamment grave pour notre pays. Si nous baissons les bras, les enfants de nos enfants auront à faire face à ces problèmes. Donc, nous devons nous dire que c'est un devoir pour chacun d'entre nous, que nous puissions travailler pour que notre pays devienne un pays normal. Les gens ont commencé cette lutte il y a très longtemps. Mais nous étions peut-être très jeunes. Aujourd'hui, nous sommes aussi dans cette lutte. Est-ce qu'il serait normal que nous laissions cette lutte à nos enfants et aux enfants de nos enfants? Ce ne serait pas normal. Mais si nous baissons les bras aujourd'hui, forcément nous laisserons cette lutte aux enfants de nos enfants. Ah, vous écoutez, si c'est à refaire, vous referiez? Je vous répondrai sincèrement oui. Je vous le répondrai oui. Et je ne suis pas de nature à baisser les bras. Et il est vrai qu'au lendemain, un certain découragement arrive. Le découragement est humain, mais il ne faudrait pas qu'il s'installe. Il ne faudrait pas qu'il s'installe. Donc, dès le lendemain, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai vu les difficultés. Dans ces conditions, est-ce que mes efforts ne sont pas vains? À un moment donné, j'ai dit non, il y a quelque chose de pire que de n'avoir pas réussi, c'est de n'avoir pas essayé. On peut tomber, mais il faut se relever. Et donc, je suis prêt à me relever et à continuer. Ah, vous écoutez aussi, c'est qu'en 2025, vous serez de nouveau candidat. C'est vrai que 2025, c'est encore très loin. C'est encore très loin, 2025. Je suis dans le cadre d'un parti. Nous travaillerons ensemble avec cette jeunesse mobilisée. Et vous voyez, ce qui me réconforte surtout, ce sont ces jeunes qui déjà commencent à se réunir en me disant, professeur, nous ne devons pas abandonner. J'avoue qu'à un moment donné, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais quand je vois que ces jeunes, et pour qui moi je me plaignais, me disent, professeur, nous ne devons pas baisser les bras. Et nous n'allons pas attendre. Il faut défendre immédiatement ces choses. Ils ont fait des réunions, déjà plusieurs réunions. Et hier, au siège, je n'y étais pas, ils ont fait une réunion me disant qu'ils souhaiteraient qu'à la réunion je vienne pour qu'on sache comment on reprend un certain nombre de choses. Donc, je ne dis pas que je serai candidat en 2025, je suis dans une équipe. Nous travaillerons ensemble. Si entre-temps, nous avons un meilleur candidat, on le soutiendra. Et les données peuvent changer d'ici 2025. Peut-être même demain, beaucoup de choses peuvent intervenir. Et la maîtrise du temps, c'est à Dieu, c'est pas à nous. On a écouté une intervention que je qualifierais de curieuse venant des milieux de votre parti, et notamment Maître Abikissa. On l'a écouté sur New World. Il disait globalement que les conditions n'étaient pas réunies pour que les candidats de l'opposition participent à cette élection-là. Et on n'a pas compris. Est-ce que vous l'avez écouté, cette intervention? Oui, j'ai écouté cette intervention. Le parti a sa position. Il n'est pas exclu qu'au sein du parti, il y ait des positions isolées qui soient également divergentes. Chacun assume ses responsabilités. Et les conditions n'étant pas réunies, on pourrait faire quoi? C'est peut-être boycotter. Je ne crois personnellement pas que ce soit la solution. Si on avait boycotté, ce n'aurait pas été la solution, à mon avis. Et le parti, dans son ensemble, a décidé d'autre chose et c'est ce qui a été fait. Ma candidature n'est pas un acte isolé. Ma candidature est celle du Parti socialiste pour le renouveau. Ce n'est pas la mienne seule. Donc, si Maître Abi n'est pas de cet avis, je respecte son avis, mais ce n'est pas la position du parti. Finalement, on a voté le 22, c'était un samedi, le 22. Vous avez voté où?
au lycée Beklikame ici. Oui, il paraît que même sur la zone méridionale, hein, notamment Lomé aussi, il y a eu des difficultés. Certains ont parlé carrément de tentatives de bourrage d'une dans la région de Lomé. C'est ce qui n'est pas souvent le cas. Vous rapportez un certain nombre de choses depuis. Parlons de cette journée. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Qu'est-ce qu'on vous a rapporté venant du terrain? Bon, venant du terrain, dans certaines zones, à l'ouverture déjà, les zones étaient remplies à moitié. Et parfois, vous demandez que les zones soient vidées. Si vous n'êtes pas en position de force, ils refusent. Avec la présence parfois des chefs traditionnels, des chefs de canton qui sont assis. Et parfois, comme je vous le disais, ce sont les cadres des villages. Vous savez qu'aujourd'hui, la fonction publique, dans son ensemble, de bon gré ou mal gré, est mise à la disposition du régime. C'est ce qui se fait, puisque tous les cadres retournent chez eux. Quand vous avez un cadre, donc une certaine influence, qui retourne dans sa région, par rapport aux jeunes qui sont censés défendre nos positions, qui eux ne sont que des jeunes, et vous voyez que le rapport devient en quelque sorte inégalitaire. Quand vous parlez de cadre, vous faites allusion à qui? Mais les grands fonctionnaires dans les cadres de l'administration publique. Oui, les cadres de l'administration publique, ils sont de l'administration publique, ils ne sont d'aucun parti politique, n'est-ce pas? Mais en principe, c'est la neutralité, mais ce n'est pas le cas. Quand vous prenez ma préfecture, dans ces institutions, les directeurs de société, les fonctionnaires que nous connaissons, tous, ils descendent pour défendre le parti de bon gré ou mal gré. Ils vous disent certaines choses, et peut-être lorsque vous êtes à deux, mais sur le terrain, bien évidemment, ce sont eux qui vont agir. Et figurez-vous que les cadres de chez moi-même ont intimidé les étudiants qui sont allés faire campagne pour moi. Ils ont essayé de leur dire, vous ne trouverez pas de boulot dans ce pays si vous continuez à suivre le professeur Oulou. Qu'est-ce qu'il vous donne? Et vous voyez le pays dans lequel nous sommes. Et c'est pour cela que je parle d'une question de transformation de mentalité. Moi, avec tout ce parcours, moi-même, j'ai été approché pour me demander, retire ta candidature. Je ne pense pas que ce soit peut-être le chef de l'État qui le leur a demandé, mais les gens de chez moi m'ont approché pour me demander cela et ont considéré que j'étais têtu à vouloir maintenir ma candidature. Vous voyez que c'est une mentalité que je n'ose pas qualifier. J'évite de qualifier cette mentalité. Cela voudrait dire que jusque-là, ils n'ont rien compris de l'avenir d'un pays. Ils n'ont rien compris de ce que c'est vivre ensemble. Et c'est pour cette raison que j'ai dit, au lieu de m'énerver, il faut que je fasse un sérieux travail de transformation. Parfois, c'est l'ignorance qui est à la base de certains comportements. Sur cette journée, plusieurs candidats, vous-même, vous êtes en train de le faire en dénonçant des bourrages d'une, des fraudes. Et je ne sais pas si on fait des comparaisons avec les élections précédentes. Je crois que c'est la première fois qu'on parle autant, où les candidats parlent autant de fraude. En principe, le pays est en train d'évoluer. Je ne comprends pas. J'ai l'impression qu'il y a eu un recul. Donc finalement, c'est un recul. Il y a eu un recul. Une évolution en reculant. Cette fois-ci, j'ai l'impression qu'ils se sont rendus compte que, attention, si on ne fait pas cela de façon aussi ostensible et en négligeant ouvertement les règles, si on ne le fait pas comme ça, les choses risquent de nous échapper. C'est l'avis que l'impression que j'ai eue. Parce que quand vous prenez, vous vérifiez la situation, tout ce que je vous dis, on vous appelle de tous les côtés. Voici ce qu'ils sont en train de faire. Il leur est arrivé même de prendre de force quelqu'un comme ça, on le met dehors. Ou parfois, il vient d'abord négocier, laissez-nous bourrer les urnes. Et quand on constate une résistance réelle, et franchement, on vous fait sortir. Et c'est que chacun, à son niveau, a essayé de le faire pour plaire au chef. C'est ça. Parce que c'est une sorte de rivalité entre les taux par rapport aux régions. Il faut que ce soit ma région qui ait le plus de taux de participation et de score au profit du chef. De sorte que même si le chef ne donne pas l'instruction, eux, ils pensent qu'ils ont cette obligation morale. Et étant donné que ces cadres qui sont là, la plupart du temps, ce sont eux qui ont réalisé leur promotion, eux aussi se mettent au service de cette fraude collective. Ce sont des réalités. Je ne peux pas nier ces faits et être en conformité avec ma conscience. Ce sont des choses qui sont réelles, qui se sont passées. Malheureusement, vous ne pourriez même pas rapporter les preuves. Il faut les filmer ou qu'est-ce que vous faites? Même si vous les filmez, à quoi ça servira? Et rappelez-vous, j'avais déjà attiré l'attention des observateurs internationaux avant, parce que je leur ai dit que notre démarche s'inscrit dans le cadre d'une certaine résistance. Ce n'est pas que nous pensons que les conditions des élections sont transparentes. Et j'ai eu à leur dire que
leurs observations ne sont pas bien fondées. Pourquoi? Je leur ai dit... Mais avant l'élection? Avant les élections. J'ai dit ça et à la CEDEAO et à l'UA, l'Union africaine. Je leur ai dit, j'ai discuté avec eux en leur disant, le nombre des observateurs, est insuffisant. Vous ne pourriez pas être dans tous les bureaux de vote. Or, pour pouvoir frauder dans un bureau de vote, on n'a pas besoin de plus de 15 minutes. Mais vous viendrez dire qu'il y a eu des irrégularités mineures qui n'entachent pas les résultats. Et que ce faisant, vous êtes en train de cautionner des illégalités. Et ils m'ont répondu ceci, il existe des standards internationaux pour les observations. Ce sont ces standards qu'ils appliquent au Togo. Et je leur ai dit oui, vous appliquez les mêmes remèdes aux mots qui sont variés. Vous voyez l'inadéquation, l'incohérence de votre comportement. Je leur ai dit ouvertement. Et je leur ai dit, c'est pour cela que vous devez être modeste dans vos observations. Lorsque vous savez que vous n'avez pas les moyens de tout contrôler et que vous dites que les élections ont été régulières, c'est que vous cautionnez des dictatures. Je leur ai dit avant les élections. Et que je vais aux élections, ce n'est pas parce que je pense que les conditions sont réunies. J'y vais pour pouvoir résister, faire ce qui peut se faire. Et que cela aussi est une démarche citoyenne. Est-ce que finalement votre résistance a servi? Oui, cela a servi de mettre en relief au moins toutes ces irrégularités qui se sont passées. Si nous n'y étions pas, ils n'auraient même pas besoin de faire des irrégularités. Si je n'y étais pas, je n'aurais pas pu partager mes idées. Je suis passé à la télé, j'ai partagé mes idées. Même ceux qui sont du régime ont reconnu la pertinence de ces idées. Je considère que j'ai semé. Et il faut continuer par arroser. Et c'est pour cela qu'il faut continuer ce travail. Parce que lorsque nous renonçons finalement à ces élections, qu'est-ce qui nous reste? La violence. C'est tout ce qui nous restera. Et c'est pour ça que je prie le Seigneur qu'on n'en arrive jamais à cela. Parce que beaucoup de Togolais aujourd'hui disent que les élections ne sont pas la solution. Quand les gens vous disent que les élections ne sont pas la solution, quelle est la solution? C'est la violence. Et il faudrait que le pouvoir même prenne conscience de cette situation et pour qu'il accepte une évolution. Parce que la violence... Non, mais c'est quoi l'évolution? C'est qu'on accepte tous les règles du jeu. Qu'on puisse faire les élections, se dire que j'y vais pour gagner, pour perdre. Qu'on laisse les choses se passer dans de bonnes conditions. Et aujourd'hui, même si le chef de l'État ne donne pas d'instructions, mais tous ces cadres-là, les barons, ce qu'on appelle ces barons, c'est une machine déjà en œuvre qui pense que la fraude est légitime. L'essentiel, c'est de se maintenir au pouvoir. Je crois que leur mentalité doit être retravaillée. Et si nous disons non, quelle serait la solution? Peut-être que nous puissions nous organiser pour qu'il y ait violence un peu partout. Comme ça, on dirait que les élections ne sont pas régulières. C'est ce à quoi la communauté internationale pousse les Togolais. C'est ce à quoi ces barons, ces dirigeants poussent les Togolais. Mais il faudrait qu'on puisse résister et de sorte que nous n'arrivons pas à cette situation. J'ai eu également à dire aux observateurs à l'Union africaine, la CEDEAO, surtout plutôt au représentant spécial du secrétaire national le représentant de Yim Chambas. Oui, je lui ai dit ici, au Togo, il n'y a pas eu de guerre civile, c'est que les populations n'ont pas d'armes. Et prions pour que les populations n'en aient pas. Parce que quand ça commence, on ne peut pas savoir jusqu'où ça ira. Donc prions pour que les populations n'aient pas d'armes. Parce que les gens vous disent, les élections ne sont pas la solution. Quand ils parlent comme ça, cela voudrait dire qu'ils sont prêts pour la violence, s'ils en ont les moyens. Et donc c'est à nous, acteurs politiques, de tout faire pour éviter ces situations. C'est le sens de mon action. Attendons-nous une nouvelle fois sur votre préfecture, puisque vous parlez des barons, vous parlez des cadres. Visiblement, on a l'impression à vous écouter que dans votre préfecture, tous ceux qu'on peut qualifier de cadres ou qui travaillent dans l'administration sont tous du pouvoir. Ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont pu nous soutenir, ne l'ont pas fait ouvertement. Quand il dit soutenir, des mots d'encouragement, aucun d'entre eux ne l'a fait ouvertement. Certains ont pu le faire, mais ceux qui ont pu se mobiliser, aller sur le terrain, et avec nous, sont des gens qui ne sont pas de l'administration publique. Vous savez ce qu'on vous reproche? Non, c'est de ne pas soutenir le chef de l'État. Non, mais en fait, je dois vous le dire. En fait, oui, il se dit que vous qui êtes des cadres et qui n'êtes pas du parti au pouvoir, que vous revenez rarement sur le terrain. On ne vous connaît pas suffisamment dans vos villages, dans vos communautés. C'est ce qui se dit aussi. C'est un faux problème. Je prends mon cas.
Et dans mon village, certains le disent. Je leur dis qu'ils ne connaissent pas la réalité. Étudiant déjà, dans les années 87-88, je retournais dans ma préfecture. À l'époque, les jeunes de la préfecture partaient pour le Nigeria, abandonnaient l'école. J'allais faire des missions de sensibilisation de village en village. Je passais dans les mosquées parfois les vendredis pour leur dire, vous devez aller à l'école. Plus tard, certains de ces jeunes m'ont retrouvé à l'université ici, faisant le droit, m'ont dit que j'ai suscité des vocations. J'allais organiser des cours de vacances. Dans les années 2007, avant les élections législatives de 2007, il n'y a pas eu de village de ma préfecture dans lequel je n'ai pas circulé. Il m'est arrivé par moment même d'envoyer certaines années, des annales même, peut-être en nombre limité. Mais étant un parti d'opposition, avec mon salaire, qu'est-ce que je peux faire au-delà de cela? Et quand moi, je vais sensibiliser les gens en disant, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, mais ma participation ne peut pas forcément être une participation financière. C'est un faux problème lorsqu'ils disent que ceux qui ne veulent pas voir les choses ne le verront pas. Je ne suis pas un étranger chez moi, pas du tout. Bien, merci. Après les élections le 22, le 23, les résultats ont été donnés. Est-ce que vous avez été surpris par ces résultats? Lorsque on vous rapporte tout ce que on m'a rapporté et tout ce que je vous ai rapporté ici, tout ce qui se passait sur le terrain, vous savez, vous vous dites que ces résultats ne sont pas des résultats qui vont refléter la réalité. En droit, nous dirons que la fraude corrompt tout, en réalité. Et dans certains bureaux de vote où nos délégués n'ont pas été inquiétés, à la fin on dépouille, on dit PSA 15, on dit mettez-lui 1. Le délégué proteste, dit mettez-lui 1. L'un d'entre eux m'appelait même en disant, par exemple, on me demande si est-ce que je sais que je vis quand même dans ce village. Est-ce que je sais que je dois passer la nuit dans ce village? Si je le veux, je dois me taire. Face à ces éléments, quelle foi voulez-vous faire aux procès-verbaux que vous avez? Dans la zone de Lomé ici, dans certaines zones, très rapidement, nous avons eu un certain nombre de procès-verbaux. Et par la suite, quand nous avons commencé à voir, disons, par rapport à ce qui s'est passé à l'intérieur du pays, et bien évidemment, nous savions que ces résultats ne voulaient pas dire grand-chose. Et que, et forcément, nous ne serons pas élus. Non seulement cela, que les résultats que nous avons ne sont pas les nôtres. Nous l'acceptons comme ça. Alors, vous avez eu 1,20%. Oui. Donc on m'a attribué 1,20%. Oui, donc vous ne reconnaissez pas ça? Non, je ne peux pas l'admettre. Mais à supposer même que ce soit dans 10 ou 15 bureaux de vote qu'il y ait eu ces irrégularités, je ne peux pas l'accepter. Comme je vous l'ai dit, les juristes disent la fraude corrompt tout. Mais si je ne fais pas de protestation, cela ne veut pas dire que je reconnais que c'est légitime ou que je reconnais que ces résultats sont des résultats fiables. Et dans certaines circonstances, parfois, on se tait. Et je vous dirais que certaines des personnes très proches m'ont demandé de faire des recours. Je leur ai dit ceci, je suis juriste, tu iras faire des recours, on te demandera de rapporter les preuves. Et les preuves que, quand on fait sortir quelqu'un du bureau de vote qui crie, qui t'en parle, ce serait par témoignage que tu vas rapporter. Quand à quelqu'un on dit, il a eu 15, mettez-lui 1, il n'a plus rien fait. Comment vous voulez que je rapporte ces preuves? Et mes proches ont beaucoup insisté, je leur ai dit, ce n'est pas la peine. Je continuerai autrement ma lutte. Ce n'est pas la première fois que le Togo organise des élections et de plus en plus d'histoires sont collées à l'organisation des élections au Togo, notamment le jour du vote, notamment la proclamation des résultats. Que va-t-il falloir faire? C'est ce que je vous ai dit, c'est un travail sur le long terme et la transformation des mentalités. J'ai eu à dire que si j'étais élu, je ferais de l'enseignement du droit et disons, je le rendais déjà obligatoire dans les CEG, les lycées, etc. Je ne suis pas élu, mais j'essaierai de faire ce travail à ma façon. Peut-être que ça ne pourra pas prendre l'ampleur que j'aurais réussi à lui impulser si j'avais été élu, mais ce travail va commencer. Très prochainement, je vais commencer cela. J'ai beaucoup de projets que je pourrais faire avec des moyens limités. J'avoue que ce sont les moyens qui sont, pour moi, l'obstacle majeur. Mais sans ces moyens, je crois au moins que je pourrais faire un certain nombre de choses. Donc, la transformation des mentalités par le droit. J'avoue que ce que moi j'ai retenu personnellement en attendant donc cette réunion avec tout le parti,
c'est d'inscrire notre action sur le long terme. Même si je venais à ne jamais être élu, je contribuerai à transformer radicalement les mentalités dans mon pays. Bien, merci. Nous venons de passer 45 minutes avec vous. Je rappelle que Oulu Komi est professeur à l'université et il était candidat à l'élection présidentielle. Nous allons donc permettre aux auditeurs de participer à l'émission comme c'est de tradition. Nous avons déjà un premier auditeur qui est en ligne. Je rappelle pour les autres, les numéros de l'émission 70 43 09 70 et puis 96 50 34 37. Allô, bonjour. Oui, votre nom. Rodrigue, vous êtes en direct. Oui, allez-y. Bonjour, monsieur Rodrigue. Merci beaucoup. Je voulais vous demander juste quelque chose. Vous savez qu'en allant à cette élection, vous n'avez pas de chance de gagner. Et puis, le parti uni, avec cette stratégie, doit gagner cette élection. Je vous ai suivi religieusement tout à l'heure. Est-ce que, quand vous dites opposition, est-ce que c'est une opposition modérée ou c'est une opposition radicale? Je sais avant de poser la question parce que quoi? Une question dans ce pays, s'il vous plaît. Secondo, quelle campagne vous avez eu à cette élection? Merci pour la question. Bien, merci. Après Rodrigue, on va insérer un deuxième auditeur. Allô? Oui, bonjour, vous êtes en direct, votre nom. Oui, allez-y. C'est juste pour exhorter le professeur qu'il prenne son mal en patience. L'autre aspect, c'est que les financements qu'on devrait leur appliquer pour la campagne, simplement reconnaissant qu'il y a une erreur vraiment, que le gouvernement a fait une erreur, parce que les campagnes ont limité certains candidats. Si vous prenez dans certains points, les candidats ne sont pas allés parce qu'il manquait de moyens. On ne serait que si le gouvernement avait vraiment commencé à faire financement là, ça pourrait donner grand chose à certains candidats. Bien, merci. Le troisième auditeur. Allô? Allô, bonjour. Oui, allez-y pour... D'accord. oui. Première question, je crois que M. Rodrigue demande est-ce que c'est l'opposition modérée ou c'est l'opposition radicale? En tout cas, pour pouvoir répondre à la question, il faut savoir ce que c'est une opposition modérée et savoir ce que c'est une opposition radicale. Il faut qu'on s'entende d'abord sur ces notions. Malheureusement, on ne s'est pas entendu sur ces notions. Pour moi, je fais une opposition qui est conforme à la loi, une opposition qui est conforme à notre constitution, etc. Donc, je ne comprends pas trop ces expressions opposition modérée, opposition radicale. Si le régime fait quelque chose qui n'est pas conforme à la loi, je le dis. Et s'il arrive qu'il y ait quelque chose qui soit conforme à la loi, je le reconnaîtrai. Mais ma vocation, c'est de conquérir le pouvoir, de le prendre et de l'exercer. C'est la finalité d'un parti politique. Et c'est dans cette logique que je m'inscris. Voilà. Et en allant aux élections, je savais que je n'allais pas gagner. Et non. Et regardez, je ne sais pas quelle lecture les gens font de cette situation. Dans certains pays, même développés, les gens vont aux élections, ils y vont à plusieurs reprises, ils ont des pourcentages de 2%, 3%, mais ils continuent d'y aller. Parce que c'est l'occasion pour lui de développer, de faire partager ses idées. Et dans le contexte togolais, j'ai travaillé, j'ai cru en ce que j'ai fait. Je ne pouvais pas dire par anticipation que je ne serais pas élu. Et peut-être que l'écho de ma prestation n'a pas atteint les espérances, mais cela ne signifiait pas que j'y allais en disant que j'allais perdre. Ce n'était pas moi ma solution. J'y allais pour gagner. Je n'ai pas gagné, mais je ne regrette pas d'y être allé. Les exemples que vous donnez d'autres pays, ceux qui ont 1 ou 2%, et c'est réellement 1 ou 2% qu'ils ont, puisque après ils ne dénoncent pas les résultats. Mais ici, c'est que chaque fois que vous y allez,
vous dénoncez par la suite, vous ne reconnaissez pas les résultats. Nous y allons dans le but de pouvoir résister à ces fraudes. Et je vous l'ai dit, j'ai dit même à la délégation que notre logique s'inscrit dans la logique d'une résistance. On sait que les gens vont tenter, nous essayons de nous organiser pour limiter cela. Nous n'allons pas dire parce qu'ils vont essayer de frauder, alors pour cette raison, nous abstenons. Nous avons essayé de mettre en œuvre un certain nombre de mesures. Malheureusement, ces mesures n'ont pas pu marcher. Parce que s'il y avait eu une mutualisation réelle de nos moyens, si en amont, il n'y avait pas eu cette division, ce déchirement, et j'avais attiré l'attention dès le départ, moi, je demeure convaincu que ce que j'avais dit, si on avait pu l'appliquer au sein de l'opposition 2 mois ou 3 mois avant, peut-être qu'on aurait pu limiter. Qu'est-ce que vous avez dit? Mais c'est que nous fassions abstraction de cette question de recherche de candidature unique et que nous puissions tous ensemble réfléchir sur comment faire pour rendre cette élection transparente et comment mutualiser nos moyens et que la recherche de la candidature unique va nous diviser. Et à la veille, nous aurons plusieurs candidats, mais ces candidats seront divisés, chacun allant de son côté. J'ai attiré l'attention sur cela. C'est ce qui s'est passé. Mais l'époque à laquelle vous faites allusion, à cette époque aussi, il y a plusieurs candidats qui dénonçaient les conditions dans lesquelles les élections se préparaient. Vous voyez, c'est ça le dilemme. Lorsque vous n'irez pas à ces élections, on vous dira que vous faites la politique de la chaise vide. Lorsque vous y allez, on vous dit, vous saviez que vous allez perdre, pourquoi vous y allez? C'est pour cela que je demande, les acteurs politiques aujourd'hui n'ont pas le monopole de l'action politique. Ceux qui ont des meilleures solutions, qui se mettent en jeu, qui se mettent et qui agissent. Est-ce que vous avez l'impression finalement que l'équation elle est trop haute pour vous? Elle n'est pas, ce n'est pas parce qu'elle est haute qu'il ne faut pas essayer. C'est qu'il faut réfléchir sur les moyens à mettre en œuvre. Si cette fois-ci les moyens n'ont pas marché, qu'est-ce que je ferai pour la prochaine fois? Et c'est pour cela que je vous disais que je crois qu'il faut un travail de profondeur permettant la transformation réelle des mentalités. Bien, merci. Nous allons retourner au téléphone avec les auditeurs qui sont en ligne. Allô, bonjour. Oui, votre nom. Oui, allez-y. Bonjour, monsieur. Ok. Ok, oui. Bien, bien, merci, cher ami. Kolani, après Kolani, nous allons insérer un autre auditeur. Je rappelle également que les auditeurs qui nous regardent sur Facebook peuvent nous laisser les questions et préciser localité d'où et ils nous suivent. Allô? Oui, oui, bonjour. C'est? Oui, allez-y. Ouais, ouais.
avec ça. S'il avait, bien qu'il avait cette ligne-là de soutenir cette initiative, je pense que le gouvernement peut toutefois avoir le poids-là et dans l'application à ce fait. Donc, je pose la question, pourquoi ils n'ont pas fait ça? Bien, merci. Et puis, un troisième. Oui, allez-y. Ok, allez-y. Ok, bien, merci, cher ami Rodrigue. Nous allons maintenant vous permettre de réagir à cette liste de 3 intervenants. D'accord. Je crois que M. Kolani demandait d'être sincère et de dénoncer les collègues qui ne sont pas, qui ne veulent pas de cette solidarité. Vous savez, mon rôle n'est pas de venir accuser qui que ce soit. Et je parle, je suppose que les gens se reconnaissent et je tire les conclusions que je pourrais tirer. Et il m'a dit qu'il n'était pas d'accord sur ma 8e position lors des législatives. Et il sait que je n'étais pas d'accord, moi non plus. Et il sait ce que nous j'ai dit, peut-être quand on était entre nous, aux autres, je n'étais pas d'accord. Mais si je le faisais juste au moment de cette... Mais il parle de quelle législative? 2013. Dans le cas du CST, où sur la liste des 10 personnes ici, on m'a mis à la 8e place, j'ai exprimé effectivement, manifesté ma colère. Mais je ne pouvais pas le faire sur les antennes. Cela aurait eu pour conséquence de démobiliser les gens. Et on dirait que c'est la recherche simplement des postes. Il arrive parfois entre nous que nous ne disions rien publiquement, mais que nous puissions faire des observations nécessaires entre nous. Bien, merci. Voilà. L'intervention de Blé aussi. Oui, mais il ne peut pas dire que nous n'avons pas soutenu l'accréditation des observateurs. C'est plutôt le gouvernement qui le fait. Nous avons fait des démarches quand nous avons eu des rencontres également avec les ambassadeurs ou avec les délégations, les observateurs. Nous avons soutenu ces problèmes, nous avons soulevé ces problèmes. Et nous avons même demandé au gouvernement qu'on pouvait, puisque nous n'étions pas dans les bureaux de vote, qu'on pouvait trouver des observateurs togolais, neutres, qui pourraient faire ce travail. Et quand je disais aux observateurs étrangers qu'ils n'étaient pas en nombre suffisant, je leur ai dit qu'on devrait tout faire pour connaître des Togolais en nombre suffisant. Observateurs qui seraient restés dans les bureaux de vote de l'ouverture à la fermeture. Et qu'ils ont le pouvoir, disons, qu'ils soient habilités à avoir des procès verbaux. Cela aurait permis de limiter. Mais quand vous parlez aux gens qui ne veulent pas céder, le gouvernement qui ne cède pas, ce n'est pas de notre faute. Nous avons fait des propositions, nous avons lutté, malheureusement. Bon, sur les 42 millions, si je ne me trompe pas, est-ce que c'est ce que nous attendons? Mais ça fait partie de nos prévisions. On n'attend pas que ça. Nous avions également des choses. Il compare la situation à celle à Javon et de Talon qui sont des multimilliardaires. Regardez au Togo. Prenons le cas du Bénin. Même des opérateurs économiques ouvertement peuvent venir financer quelqu'un de l'opposition. Avez-vous déjà vu ça au Togo? On lui ferait un redressement fiscal. Et il n'aurait même pas le courage. La situation du Bénin n'est pas celle du Togo. Et attention, la situation du Bénin aussi a ses inconvénients. Ils en arriveront à une situation à tel point que ce sont les richards seuls qui pourront être des candidats. Si on arrive dans une situation où il y a cette sélection sur la base de l'argent, cela voudrait dire que ce n'est plus sur la qualité des citoyens. C'est aussi un danger pour la démocratie. Donc, il faut pouvoir analyser toutes les situations, leurs avantages et leurs inconvénients. Depuis la fermeture des bureaux de vote, les résultats proclamés, il s'est dessiné une situation qui
n'est pas totalement nouvelle au Togo, c'est que le candidat Guillaume Kodjo a dit que c'est plutôt lui qui a gagné les élections. Et puis depuis, vous savez, tout ce qui se passe autour de la résidence du candidat Guillaume Kodjo. Et comment vous, en tant que candidat, vous vivez cette situation-là? Vous voyez, c'est une situation très déplorable. Et quand vous voyez le contexte dans lequel tous ces éléments se sont passés, et je pouvais le dire également, avec ces irrégularités, nous n'avions pas de doute que la Cour constitutionnelle allait valider les élections. Puisque, comme je vous le dis, on vous dira de rapporter les preuves et les circonstances telles que les choses se sont passées sont telles que vous ne pouviez même pas rapporter ces preuves. Okay. Dans ces conditions, est-ce que le régime, normalement, devait s'attendre à ce que, parce qu'il a donné les résultats, que toutes les contestations finissent? Non. Politiquement, ça ne peut pas finir. Il y aura des réclamations, des revendications. Et dans mon communiqué, je disais que c'est dans ce cadre qu'il faut inscrire les actions donc, de M. Aguiomi. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe, si la situation évolue, cela voudrait dire que, 1, l'immunité sera levée, 2, il sera poursuivi, 3, emprisonné et peut-être condamné pour de très lourdes peines. Et je voudrais dire humblement aux autorités, et particulièrement au chef de l'État, de ne pas aller dans cette démarche, de ne pas le faire ici. Parce que je trouve légitime qu'il conteste. On peut lui reprocher un certain nombre de choses, mais la logique d'aujourd'hui doit être une logique d'apaisement et non pas permettre encore des ouvertures ou des blessures beaucoup plus profondes. Il est possible qu'on puisse réfléchir autrement et faire avancer notre pays. Donc, il faut qu'on en arrive à arrêter ces poursuites-là. Nous retournons au téléphone, on reviendra sur d'autres questions liées à la suite de la présidentielle au Togo, mais actuellement, nous avons quelques auditeurs qui sont en ligne, on va les insérer dans le direct. Allô, bonjour. Oui, votre nom. Oui, allez-y. Bonjour. Bien, merci. Pelé. Après Pelé, un autre auditeur. Allô? Bonjour. Oui, parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Bonjour.
Allô? 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 Oui, à la fin, là, on a du mal à suivre la fin. La manière dont les choses se précisent dans notre pays, ce qui n'est pas clair à tout le monde que les qui ont présent, que ce soit un candidat ou un candidat, les gens quand le Seigneur dit pour être candidat, le régime ne va pas être. Mais on a compris, Kokou, les deux questions se rejoignent carrément. Et après, vous, on va insérer le troisième audit. Allô? Oui, allô? Ben, en fait, on ne l'a pas. Nous allons quand même donner la possibilité au professeur de réagir à ces trois questions. D'accord. À cette question des deux auditeurs. D'accord. Le premier dit, nous savions que nous ne pouvions pas couvrir les bureaux, mais nous y sommes allés. Je ne lui ai pas dit que nous étions dans l'impossibilité de couvrir les bureaux. Et j'ai eu à parler de la mutualisation des moyens qui n'a pas pu se faire, qui a empêché la solidarité dans les bureaux de vote. C'est vrai. Et comment pourrait-il dire que je savais que je ne pouvais pas couvrir les bureaux de vote et que j'y suis allé? J'assume ce que j'ai fait. J'ai dit, nous avons mis en œuvre les moyens que nous pourrions mettre en œuvre pour pouvoir lutter. Nous avons lutté avec des moyens limités, mais l'acte de candidature est un acte de liberté fondamentale. J'ai eu à le faire. J'ai préconisé une solidarité par rapport aux moyens à mettre en œuvre. Je demeure convaincu que la pluralité des candidats avec pluralité des délégués aurait été la meilleure solution si on avait pu mutualiser nos moyens, qu'il n'y avait pas eu de division. Je ne veux plus reprendre. Donc, mais sur cette question, ce n'est pas le pouvoir qui vous a empêché de mutualiser vos efforts. Non, je ne refuse pas. Et j'ai dit, c'est ce débat ou bien ces déchirements qui ont eu en amont entre nous. Si il n'y a pas eu cette tentative vouée à l'échec de chercher forcément à ne avoir qu'un candidat unique au sein de l'opposition, on n'en arriverait pas là. J'avais prédit la solution. J'avais prédit la situation à laquelle on arriverait si on veut forcer. Est-ce que vous n'avez pas peur d'une prochaine disparition même de cette classe? Parce que vous êtes les mêmes, vous avez des difficultés à vous attendre. Ça fait des années quand même que la même problématique elle est posée. C'est la première fois que moi je suis candidat. Je le répète, et je sais que l'opposition ne va jamais disparaître. Non, mais en fait, quand je parle de la disparition d'un certain nombre de leaders. Non, c'est tout à fait évident. Nous ne sommes que des hommes, chacun fera son temps et passera. L'opposition ne va jamais disparaître. Non, c'est clair. Mais certains d'entre nous partiront. Un jour, je partirai également. Donc, ce n'est pas un problème. Et la même personne me demande quels sont les résultats que j'ai par rapport à mes procès-verbaux. Lorsqu'on tient la main de ton délégué, on le met dehors. Lorsque, finalement, on fait un dépouillement, on dit 15, mettez-lui un. Ouvertement, on te le rapporte. Comment voulez-vous que je puisse faire foi aux procès-verbaux? C'est pour cela que je vous en avez eu combien? Vous en avez eu combien au final? Non, puisque les procès-verbaux ne sont pas réels, c'est justement pour cette raison. Non, mais en fait, je sais, mais même ceux que vous avez là, vous en avez eu au total combien? On n'a pas eu même certains procès-verbaux, puisque les nôtres ont refusé de signer parce que ces procès-verbaux ne sont pas conformes au dépouillement. C'est le problème que nous avons. Non, mais en clair, le PSR a 0 procès verbal. Non, nous n'avons pas 0 procès-verbaux. Nous avons eu plusieurs procès-verbaux. En tout cas, la commission chargée de les compiler l'a compilé. Je ne leur ai même pas demandé le truc. Je sais que pour certains, c'est encore au siège de l'autre côté. Mais les premières tendances que nous avons eues nous ont conduit à faire une première appréciation. Mais quand nous avons vu comment les choses se sont passées dans l'ensemble, on avait dit, je vous le répète, la fraude corrompt tout. Et la fraude corrompt tout au point que ces résultats ne sont pas des résultats fiables. Bien, merci. L'un d'entre eux me dit que, sachant cela, pourquoi je ne déclare pas que Agbeyome a gagné et d'aller chez lui comme Gogué l'a fait. Gogué n'a jamais déclaré. Non, est-ce que c'est ce qu'il a dit? C'est ce qu'il a dit. Non, mais en fait, il a dit que dans la situation actuelle du candidat Agbeyome, quelle action est-ce que vous faites? Ce n'est pas ce qu'il a dit. Et il donne l'exemple de Gogué qui est allé chez lui. Est-ce que c'est pas ça le sens de la question? Ce n'est pas ce qu'il a dit. Okay, d'aller chez lui de reconnaître qu'il a gagné. Gogué n'a jamais reconnu que Agbeyome a gagné. J'étais encore hier avec Gogué. Mais depuis ces élections, est-ce qu'il sait combien de fois s'est rencontré avec Agbeyome? Je n'ai pas besoin de faire venir les médias quand je rencontre M. Agbeyome. J'étais chez lui, il était venu chez moi, il a envoyé une délégation chez moi. Il y a des actions, des concertations qui se font ensemble. Je n'ai pas besoin non plus d'étaler tout cela ici. Et si je vais chez lui, cela ne veut pas dire que je reconnais qu'il a gagné ou que je reconnais qu'il a perdu. Donc évitons des accusations. Nous sommes dans une situation et que nous sommes en train de chercher
ensemble des solutions. Le chef de l'État seul capable d'assurer la sécurité dans notre pays, ce sont ses partisans qui le disent. Et je crois qu'en faisant cette affirmation, ce n'est pas pour une injure pour l'opposition, c'est une injure pour tous les Togolais. Parce que cela voudrait dire qu'au sein d'UNIR, tous sont incapables également. Affirmer cela, c'est ce que ça signifie, qu'au sein de l'UNIR, ils sont tous aussi incapables. Donc, ceux qui affirment cela, ce ne sont pas des positions des hommes responsables, à mon avis. Et moi, je sais, si j'avais gagné, j'assumerais également les responsabilités, que je parviendrais à garantir la sécurité des Togolais. Et en clair, que le régime... L'opportunité d'organiser encore des élections au Togo, en fait, oui. Oui. Vous voyez, lors de la campagne, plusieurs nous l'ont dit. Quand vous essayez de les convaincre, ils vous disent, écoutez, d'accord, nous allons faire la dernière tentative. C'est en cela que cela devient inquiétant pour le peuple togolais dans son ensemble. Si les gens ne croient plus qu'on puisse un jour faire les choses par les élections, s'ils ont les moyens de violence, ils le feraient. C'est justement pour cette raison que j'attire l'attention des autorités et surtout UNIR sur sa responsabilité devant l'histoire, de tout faire pour qu'on ne pousse pas le peuple togolais au désespoir. Même ceux-là qui disent qu'ils ont gagné, ils savent comment ils ont procédé. Et ce n'est pas normal, nous devons tous travailler pour avancer et redonner l'espoir. Voilà. Il y a des questions, notamment celle de Kwesa TV. Professeur, croyez-vous vraiment qu'une élection pourra détrôner un clan scientifique au pouvoir qui, ayant pris goût aux délices, fait feu de tout bois pour ne rien lâcher? J'ai lu la question telle que laissée par Kwesa TV. Peut-être que cela pourrait arriver si nous parvenons à transformer les mentalités. Et c'est pour cela que je le dis, j'inscris mon action dans le long terme. C'est-à-dire que dès à présent, il faut qu'ensemble nous commençons à travailler pour cette transformation des mentalités, dans nos fermes, dans nos villages, et même la mentalité de nos cadres. Vous voyez, c'est une minorité de personnes qui mettent en œuvre cette machine. Mais si la résistance au niveau de la population n'existe pas, s'il y a une passivité, effectivement, on ne pourra jamais changer les choses. Et si leur mentalité venait à être transformée, ils ne se rendront pas complices de leur malheur. Aujourd'hui, la population, dans une certaine mesure, par sa passivité, sera complice de certaines choses. Il y a Edem Gabriel et Sankara et Etienne Thomas qui posent des questions qui se rejoignent. Ça concerne Agbeyo Mekodou. Est-ce qu'il a effectivement gagné l'élection? Est-ce que vous le soutenez ou est-ce que vous laissez le régime transformer le Togo en royaume? Je veux soutenir la vérité des urnes. Et c'est ça le sens de notre travail. Et je crois que presque tous de l'opposition, nous nous sommes retrouvés, nous avons discuté. Et ils sont tous aussi dans des difficultés, comme moi, parce que leurs délégués ont été chassés des bureaux de vote. Ils savent que les procès-verbaux que nous avons ne sont pas... C'est comme si on a affecté aux gens un certain nombre de pourcentage. Lorsque on a brûlé les urnes en présence de ton délégué, avant de donner un résultat, ou lorsqu'on lui dit sort, ou par exemple on lui dit il a 15, barré, mettez-lui 2. Dans ces conditions, comment voulez-vous qu'on puisse véritablement se fier à des bureaux, à ces procès-verbaux pour qu'on puisse prendre une position nette, claire? Et si vous avez vu les premières tendances que nous avons, avant de savoir ce qui s'est passé totalement loin de Lomé, donnait effectivement dans la région ici, Agbeyo en tête. Largement, personne ne saurait le contester. Et dans mon communiqué, je dirais que cette percée nous permettait d'espérer une alternance. Je l'ai dit clairement comme ça. Mais ayant par la suite appris ce qui s'est passé à l'intérieur du pays, des informations concordantes qui faisaient que finalement, comme je le dis, la fraude a tout corrompu. Ça nous met dans une situation très très délicate pour pouvoir voir la fiabilité des procès-verbaux qui sont là, pour se dire concrètement que sur cette base, nous pourrions dire ceci ou cela. Mais les tendances initiales nous conduisaient à dire qu'il serait difficile que quelqu'un puisse dire dès le premier tour qu'il a pu gagner. Donc nous sommes dans une situation très embarrassante qui n'est pas liée à notre défaut d'organisation et plutôt aux violences auxquelles nous avons été confrontés. C'est tout.
Allô? Oui, allô, bonjour. On retourne au téléphone après avoir pris quelques questions laissées par les auditeurs en ligne. Allô, bonjour, oui. Bonjour, Oui, Bonjour. c'est Maglo? c'est Oui, Dogo. oui, allez-y. Bonjour, président Olo. Bonjour, Monsieur Maglo. Vous vous rappelez à notre dernière rencontre, quand vous avez posé des propositions françaises à votre gouvernement, habituellement, c'est la discussion mais pour cette fois-ci, dans cette discussion, dernière discussion, vraiment, vous êtes passé à bon, ça va. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, si la même situation se présente, une cour révolutionnaire au pouvoir, comme vous le savez, on pouvait chasser les gens des bureaux de vote, ça tout le monde le savait, ça c'est bien plus faisable. La série à la sorte du pouvoir, vous le saviez. Si cette situation se présente, est-ce que vous êtes encore preneur d'aller à quoi cette solution? Après Maglo, un autre auditeur. Bonjour. Oui, allez, votre nom et puis votre question. Non, mais en fait, c'était pas réel, hein. C'est- c'est- Ah bien, merci. Après les mistonnants, un autre auditeur. Oui. Oui, allez-y. Bien, bien, merci Ali pour les deux questions. D'abord, Maglo. Voilà, il dit on savait déjà qu'on pouvait chasser les délégués des bureaux de vote, etc. Pourquoi nous étions allés et que s'il fallait refaire. J'ai dit et je le répète que pour moi, la mutualisation des moyens pourrait permettre d'éviter cela. Nous n'avons pas réussi à mutualiser les moyens. Et l'alternative que les gens nous donnent, c'est de boycotter. Nous n'avons pas décidé de boycotter. Boycotter aussi, c'est une position politique. Si vous aurez boycotté, bon, c'est un choix. Et on ne peut pas nous reprocher de ne pas faire le choix du boycott et de décider d'y aller, de lutter avec des moyens limités. Si un État étranger vous attaque, vous savez qu'ils sont super armés. Vous direz parce qu'ils sont plus puissants, nous ne combattons pas. Moi, ce n'est pas cette logique. Nous avons décidé de ne pas boycotter. On a essayé de limiter les choses.
Si ça n'a pas marché, nous verrons où ont été nos failles pour pouvoir les relever la prochaine fois. Et j'ai eu à dire que mon résultat n'est pas nul. J'ai semé en quelque sorte des idées au sein de la population togolaise. Ce que je n'aurais pas pu faire si je n'avais même pas été candidat. Voilà. Maintenant, le second parlait du président de la Cour constitutionnelle qu'on a vu dans les marches. Non, mais en fait, ce qui n'est pas vrai. Voilà, cela n'a pas été vérifié, vous avez redit cela. Et s'il le faisait, ça aurait été une faute très, très grave de sa part. Bon, maintenant, sur quoi nous comptions? Non, ce n'est quand vous allez à un match, cela ne veut pas dire forcément que vous avez fait confiance à 100% donc à l'arbitre. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Ne posons pas les problèmes politiques de façon si simpliste en disant parce qu'on ne fait pas confiance à la CENI, il ne fallait pas aller aux élections. Ce n'est pas aussi simple que ça, le problème politique. Voilà. Et même les pays dans lesquels les institutions sont impartiales, il y a toujours des difficultés. Okay. Maintenant, je crois que ce sont les mêmes interventions. Hein. Si vous ne faites pas confiance à la CENI, n'allez pas aux élections. Donc, on nous demande de boycotter les élections. C'est leur choix, ce n'est pas leur choix. Ce n'est pas notre choix. Nous sommes dans une démocratie, chacun assume ses positions. Et ce n'est pas parce que... Oui, mais justement, c'est les plaintes que vous développez par la suite, c'est ces plaintes-là qui font dire à certains qu'il ne fallait pas. Mais est-ce qu'il fallait pour cette raison ne rien dire? Vous êtes allés aux élections, vous ne faisiez pas confiance aux institutions. Et pourtant, ils ont fait des irrégularités. Parce que vous saviez que ces institutions étaient impartiales, il faut donc plus parler des irrégularités. Quelle est cette forme de raisonnement? C'est curieux. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'au final, les populations seront désarmées, c'est-à-dire vis-à-vis des élections? Mais non, la responsabilité, ce n'est pas de notre côté. Si la population décide qu'il n'y ait plus d'élections, on en a. Non, mais en fait, elle ne participerait plus. Le taux de participation... Et ce qui serait encore dommageable. Parce que si on ne fait pas ces efforts, peut-être que notre situation aurait été encore plus grave. C'est que la population se demande maintenant, qu'allons-nous faire? Lorsque vous regardez, par exemple, lors des bureaux de vote, on tient la main d'un délégué qu'on met dehors. Une population là, regardant, en spectateur, ne réagit pas. C'est parce qu'il y a des problèmes de transformation des mentalités. Je ne sais pas si vous me comprenez. Dans un système où les citoyens connaissent leurs responsabilités, connaissent leurs devoirs, lorsqu'on tient quelque chose, quelqu'un, une personne, un délégué, qu'on est en train de mettre dehors, mais la population dira non. Et c'est ce qui conduira à un mouvement généralisé dans les bureaux de vote. Et ceux qui se livrent à de tels actes diront attention, nous ne pourrons plus nous le permettre. D'où la nécessité de transformer les mentalités, de sorte que chaque citoyen devienne le défenseur même de la démocratie. Quand les gens connaissent les règles, connaissent les principes, ils ne se laissent plus faire. Et c'est à ce travail que nous devons tous nous livrer. De sorte que tous les citoyens se sentent responsables de la transparence des élections. Et je crois que si nous faisons ce travail sur 3 ans, sur 4 ans, sur 5 ans, l'année prochaine, lorsque les cadres viendront organiser de telles choses, c'est la population elle-même qui va défendre la démocratie. Depuis 2010, il est de plus en plus question de se battre pour avoir la vérité des urnes. Une nouvelle fois, la problématique est relancée. Comment faire justement pour que cette vérité des urnes soit traduite dans les faits? Le pouvoir estime que ce qui sort des urnes, c'est la vérité, mais au niveau de l'opposition, vous continuez pas à douter. Oui, le pouvoir ne pourrait pas dire autre chose. Et c'est justement pour cette raison que si le pouvoir veut que notre pays soit dans une paix durable, que nous puissions ensemble préparer l'avenir. Par exemple, dans ces élections, ces observateurs qui ont été écartés, ce n'est pas la peine de les écarter. Il ne faut pas les écarter. Trouvons ensemble des solutions pour avoir des institutions crédibles. Parce que c'est un perpétuel recommencement. Mais attention, un jour, cela pourrait dégénérer, ce que je ne souhaite pas. Mais si ça dégénère, personne ne sera épargné. Même les dirigeants sont exposés en permanence à un danger. Et ils le savent eux-mêmes. Ils sont eux aussi exposés à un danger parce qu'on ne sait comment ça va finir. Mais ensemble, nous pourrions éviter ces situations, de sorte qu'ils admettent eux aussi qu'ils peuvent perdre les élections, de sorte que ces cadres ne se sentent pas obligés de rapporter au chef de l'État 80% dans leur zone, chacun dans sa zone. Vous voyez, dès lors qu'ils ont ces conceptions, et bien évidemment, on ne laisse à la population qu'une autre alternative, une seule alternative, la violence.
il faut l'éviter. Aujourd'hui, il est question de tirer les leçons de ce qui est en train de se passer. Et quelles sont les premières leçons que vous tirez au PSC? Je l'ai déjà dit, le travail au Togo doit se faire sur un long terme. C'est-à-dire que dès à présent, commencer à travailler pour la transformation des mentalités. Parce que c'est le problème le plus épineux dans notre pays. C'est ce qui explique toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Et heureusement que les jeunes avec qui nous travaillons sont déterminés à faire ce travail. Et nous devons le faire et nous ne désespérons pas. Les choses avanceront. Voilà. Et vous voyez qu'à l'échelle d'un individu, une vie humaine est courte. Mais à l'échelle d'une nation, il faut persévérer. Et je leur dis, si l'alternance, ce n'est pas moi qui le réalise avec vous, il y en aura quelqu'un d'autre parmi vous qui réalisera cette alternance de façon démocratique. Par conséquent, ne nous décourageons pas, continuons. Est-ce que pour vous, la page des élections au Togo est close? Puisque là, à Kodjo, vous savez qu'il a nommé un premier ministre, on a vu le nom d'un ministre des Affaires étrangères, et au niveau de l'ANC, on a déposé plainte au niveau de la Cour de justice de la communauté CED-Yao. Est-ce qu'on joue les prolongations pour les élections au Togo ou c'est fini selon vous? On verra ce que ça va donner. Mais personnellement, je n'y crois pas trop par rapport à la décision que la Cour donnera pour remettre en cause. Mais tout est possible. Okay. Maintenant, s'agissant de la nomination du Premier ministre, etc., et vous savez vous-même, vous voyez la situation dans laquelle M. Aguilou est aujourd'hui. Et dans ces conditions, est-ce que vous pensez qu'un Premier ministre nommé de l'extérieur pourra venir prendre un quelconque pouvoir dans notre pays? Là également, je n'y crois pas trop. Et je souhaitais que la suite judiciaire, des suites judiciaires ne soient pas données à ces situations. Malheureusement, elle a déjà commencé. Il faut qu'on puisse y mettre fin et rapidement pour éviter qu'il y ait encore des blessures plus profondes, telles que j'ai eu à le dire. Mais attendons, on verra ce que la Cour va décider au niveau de la CEDEAO. Pour le futur proche, on entend certains, dans certains milieux, qui sont déjà prêts à devenir ministres, et certains proposent un gouvernement d'union nationale, un gouvernement d'ouverture, ainsi de suite. Quelle est votre solution pour finir cette émission? Mais regardez, moi j'ai déjà été un candidat qui n'a pas, malheureusement dans des conditions d'élection irrégulières, ceux qui disent de ceux qui ont gagné, on leur laisse le choix de faire ce qu'ils veulent faire. Et je n'ai pas à répondre aux propositions ou à quoi que ce soit alors que personne m'a contacté. Et je considère simplement que si nous voulons que notre pays vraiment avance, il faut renoncer à certaines pratiques, il faut renoncer à certaines façons de faire. Parce que nous avons l'obligation vraiment tous ensemble de transformer notre pays. C'est pour moi un besoin fondamental pour nous, pour nos enfants et pour l'avenir. C'est la conclusion de cette émission qui s'achève ainsi. Merci d'être venu, professeur Woulou Komi. Vous avez été candidat à l'élection présidentielle au Togo. Merci à Romaric Freitas pour la mise en onde technique de cette émission qui sera rediffusée tout à l'heure à partir de 19h. Moi, je suis Pierrot Atiogbe. Dimanche prochain, 12h, nous allons nous retrouver à nouveau avec un autre invité. Au revoir.